Monsieur Chebou, nous avons assisté à un travail magnifique. Le cheminement, le processus de confection d'une chaussure sandale, c'est pas facile, hein? C'est un travail de longue haleine, quoi qu'on dise. Et après, maintenant, le produit fini, ça va à la vente et parfois à l'exposition. Et vous avez déjà une boutique où vous avez songé à créer une boutique qui sert de vente? Oui, j'ai créé une boutique qui sert non seulement de vente, mais aussi d'exposition des articles que les jeunes aussi produisent. Et vous allez nous faire plaisir de visiter cette boutique alors? Exactement, nous irons tout de suite faire la découverte de la boutique. Chers téléspectateurs, on va, une fois le produit finalisé, on va donc à la boutique pour voir les merveilles de ces produits qui ont été transformés, confectionnés, fabriqués localement par notre invité, M. Chebou. Allons-y. Oui, là, chez vous, on est à la boutique, comme annoncé à nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, nous sommes donc à cette boutique d'exposition et de vente de Chebou. Tout ce qu'on voit, ce sont des articles produits localement. Exact. Et c'est issu de la maroquinerie nigérienne. Et de la beauté. Et de la beauté aussi nigérienne. Alors, on commence par cette rangée où on voit de très belles chaussures magnifiques, des chaussures fermées et ouvertes, comme on dit. Les babouches, les sandales, les babouches et les fermées. Et il y a de toutes tailles, hein, de toutes tailles et c'est des pièces uniques. Quand vous regardez, vous voyez les mêmes modèles, vous ne retrouverez pas la même couleur en doublon. Et là, quelques sacs aussi. Hein. C'est ça, et même les sacs, c'est des pièces uniques. Donc du coup, on essaye de faire vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Okay. C'est ça le besoin même de la femme. Elle préfère toujours avoir des produits qui ne sont pas très populaires, qui répondent aux normes et à la qualité. Et cette boutique, c'est un chef d'art. Je pense que vous avez fait un travail magnifique, mais la boutique aussi, en elle-même, il fallait un investissement. Ah, ça c'est clair, il faut investir. Et c'est pour ça, dans ce sens, j'ai essayé d'avoir un conteneur que j'ai pu aménager, qui me permet aussi de changer de place, ou quand il y a une exposition, je peux aussi amener pour ne pas investir vraiment dans la construction, dans un lieu public et que voilà, après on me dit de déguerpir. Et, puis voilà. Et tout ceci, je vois des ceintures, tout ça c'est à base de cuir. Hein, c'est la vachette. Donc c'est de cuir de veau, bien tanné. Et les boucles même, vous avez vu, c'est des boucles costauds. C'est bien choisi. Qui tient en fonction de la durée de la ceinture. Donc vous voyez les chaussures aussi, ça c'est les chaussures femmes, le rangé des chaussures femmes. Et ça c'est que des pièces uniques que vous voyez. Maintenant en fonction du goût de la personne, et la personne peut demander je veux tel modèle en telle quantité et là on peut lui faire ça. Pourtant on pense qu'il n'y a pas de génie créateur au Niger. Non, les compétences existent. Les compétences existent, c'est juste nous souhaiterions que vraiment l'État nous appuie pour monter de l'artisanat à l'industrialisation. Et ça c'est des sacs de voyage, un sac cabine. Donc son utilité, vous voyez, on met toujours le pagne africain pour montrer que voilà, ça sort du Niger. Et comme ce classeur aussi, pour document. pour document. C'est ça.
Donc, et vous voyez ici, on peut régler en fonction de la taille parce que c'est un sac cabine, donc on peut le mettre dans le tiroir. Et moins chargé, on réduit un peu l'aisance et puis voilà. Et les sacs, c'est valable, hein? Et il y a ça, aussi... c'est les sacs de voyage et ça, c'est les sacs d'âme. Et vous voyez, c'est des modèles différents. Il y a des gens qui aiment que des sacs multicolores. Donc, la personne n'a pas besoin de changer de sac. Même s'il change de tenue, les couleurs figurent uniquement dans le... Et là, on a des ça, c'est les pochettes. Ça, c'est les pochettes pour les billets. Les gens qui n'aiment pas plier les billets, donc on les met dedans. Et ça, c'est les porte-clés. C'est mes enfants qui font ça. Et quand vous regardez sur les sacs, à chaque fois quand je laisse les chutes, ils récupèrent les chutes pour faire des porte-clés et accrocher au sac. Accrocher au sac. C'est valable, oui. C'est pour aussi donner encourager le client. Mais maintenant, c'est la question clientèle. Oui, avec plaisir. Ça, c'est les ballerines. Oui. Vous voyez les ballerines en cuir. Et c'est des pièces uniques. On peut faire, la personne peut donner la couleur et en même temps la taille. Et tout ça se fait ici. Tout ce que vous voyez ici, c'est produit par moi-même. Et je les ai réalisés au sein de mon entreprise. D'accord. Et maintenant, c'est la consommation. Est-ce qu'elle est locale ou c'est des étrangers? C'est le tout qui aime ça. En réalité, le local, ils adorent nos produits, mais ils le trouvent un tout petit peu plus cher. Et ça, c'est lié aussi à la capacité de productivité. Parce que si aujourd'hui, on voulait vendre beaucoup de produits, il nous faut nécessairement passer de l'artisanat à l'industrialisation. Et qui parle de l'industrialisation parle des moyens. Il faut non seulement le dispositif, et les moyens vraiment en termes de matière d'œuvre. Tu ne peux pas produire la même paire en 100 exemplaires sans pour autant être sûr que tu as encore du stock qui va te permettre de faire une production aussi. Mais vous travaillez souvent avec la situation économique pour vendre. Vous ne vendez pas parce que vous voulez vendre et gagner de l'argent tout de même. Bon, en réalité, on vend. Et d'abord, on veut montrer, on est au stade de montrer ce qu'on peut faire, ça c'est un. De deux, de montrer nos compétences dont nous détenons au Niger. Et de prouver aussi que l'État peut nous appuyer pour non seulement intervenir dans le volet formation et en même temps le volet industrialisation. Aujourd'hui, tout ce qui est études, tout ce qui est ceinture militaire, tout ce qui est chaussures Rangues, moi j'ai fait des formations là-dessus. Et donc j'ai vraiment des compétences requises. On pouvait les faire localement ici. Et le dispositif, tu vois, avec mon ONG, j'ai le groupe cible, les talibés, les orphelins, les femmes fistuleuses, les jeunes délaissés, les prisonniers, les détenus. Tout cela, c'est mes groupes cibles que je compte vraiment former. Mais je ne pouvais pas former avec que des machines. Tout à fait. Il nous faut nécessairement avoir les kits et l'accompagnement de ces jeunes-là. Et c'est ça qui nous manque. Et donc nous lançons un cri de cœur à l'État pour nous aider vraiment à gérer au moins le volet kit et prise en charge de ces jeunes afin de former tant des jeunes dans le métier pour qu'ils soient autonomes. Je pense que le cri du cœur est entendu, à passer quand même dans les oreilles attentives, surtout en cette ère de souveraineté où on recherche à être autonome nous-mêmes, à être souverain. L'ONG s'appelle Bondura. Pourquoi nous l'avons nommé Bondura? Parce que Bondura aujourd'hui c'est l'autonomie. Toute personne, tout enfant, tout apprenant qu'on forme qui maîtrise son métier, automatiquement il devient autonome. Donc il peut se prendre en charge et il peut prendre en charge aussi d'autres gens qui sont sous sa coupe. Voilà, merci donc Monsieur Cheibou. On est loin de tout dire, de tout apprendre, de tout voir. On était vraiment animés et on était bien servis. La disponibilité de l'homme, c'était pas facile. Merci de votre présence, de toute cette équipe qui s'est déplacée pour vraiment nous visiter et pour savoir chercher à apporter encore un plus pour la jeunesse, parce que ça c'est un plus pour la jeunesse. Le groupe cible c'est la jeunesse. Absolument. Aujourd'hui, si eux ils voient que c'est possible, tout est possible, ils vont s'y mettre pour apprendre le métier. Et aujourd'hui, c'est dès au bas âge on a appris ce métier et aujourd'hui vous voyez, j'ai formé plus de 100 jeunes qui sont autonomes, qui travaillent eux-mêmes manuellement. Donc ils me connaissent et beaucoup d'artisans ont pris l'exemple sur moi dans le métier de cuir et peau.
Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous venons ici pour marquer la fin de ce rendez-vous exclusivement consacré à l'artisanat nigérien et particulièrement la maroquinerie que nous avions évoquée autour de l'artisan Cheibou, l'homme qui a un talent magnifique, un génie créateur caché dont il faille révéler sur ce plateau comme vous l'avez remarqué. Merci donc pour votre disponibilité. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé, qui m'a accompagné à réaliser, à vous présenter ce rendez-vous. Rencontre de culture, nous ne pouvons que vous dire de rester toujours fidèle au programme des télévisions nationales, Télé Sahel TV, RTN. Et nous vous disons très prochainement, plaisir à Dieu, pour un autre numéro de Rencontre de culture. Toute l'équipe qui m'accompagne et moi-même, nous vous disons ciao, ciao. À la prochaine. Merci, merci, chérie. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de dernière heure sur la télévision nationale. Du 29 au 31 mai 2024 s'est tenue à Bamako, au Mali, la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale à laquelle a pris part le directeur général de la douane nigérienne, le colonel Abou Ubandouaki. En marge des travaux de cette réunion, dont le thème était pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour des objectifs clairs, une délégation de cette conférence a été reçue en audience par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. La délégation est allée présenter ses remerciements au chef de l'État malien pour la réussite de cette rencontre. Le récit avec Moussa Mani. Bamako, la capitale malienne, a accueilli du 29 au 31 mai 2024 la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et du centre. À l'issue des travaux, une délégation de cette conférence des directeurs généraux des douanes, dans laquelle figure notre compatriote, le directeur général de la douane du Niger, colonel Abou Ubandouaki, a saisi cette opportunité pour rencontrer le président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta, afin de lui transmettre ses félicitations et ses remerciements pour la bonne tenue de cette réunion. Les questions relatives à la sécurité et au développement étaient également abordées au cours de cette audience. To tell the president de cette audience, c'était de venir exprimer de vive voix au président de la transition du Mali la gratitude donc de l'Organisation mondiale des douanes, particulièrement de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour l'accueil et l'hospitalité généreuse que le gouvernement et le peuple du Mali nous a accordé pendant notre séjour, et aussi l'excellente organisation de la rencontre des directeurs généraux des services de douane donc de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, tenue ici à Bamako. Nous avons également exprimé à son Excellence le président de la transition que nous nous réjouissons donc de la réponse que le gouvernement du Mali est en train donc de donner au terrorisme qui sévit donc au Mali, et également les dispositifs mis en place au niveau de nos frontières, des frontières du Mali, par le gouvernement du Mali, afin justement d'atténuer donc les problèmes sécuritaires qui impactent les rentrées économiques et budgétaires au niveau des services de douane. Monsieur le président de la transition a très bien réagi à notre propos que nous avons tenu par rapport à la tenue de cette rencontre ici à Bamako, mais également il nous a vraiment demandé aussi de pouvoir relever un autre défi, la géopolitique, qui joue un rôle dans notre région douanière et qui aussi impacte négativement sur l'économie de nos différents pays. Rappelons que cette 30e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et du Centre, tenue à Bamako, était sous le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour des objectifs clairs ».
Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier de définition des orientations stratégiques de la santé numérique au Niger. Un atelier permettant à tous les acteurs œuvrant dans l'évolution de la digitalisation du système sanitaire de jouer pleinement leur rôle. C'est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui a présidé la cérémonie en présence du ministre de la Communication et du représentant de l'USAID qui a financé l'activité Ramatou Barkire et Hassan Moussa. Les participants à cette rencontre doivent aboutir à la définition d'orientation stratégique du schéma directeur de la santé numérique, un outil indispensable devant améliorer la gestion de la santé numérique au Niger. Le directeur de mission par intérim de l'USAID Niger n'a pas manqué de féliciter le ministère de la Santé publique pour son engagement permanent à améliorer la santé de tous les Nigériens. Le comité de digitalisation du ministère de la Santé, dont nous célébrons aujourd'hui l'installation, jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre et le suivi des stratégies numériques. Ce comité sera le fer de lance de l'innovation en santé, en assurant la cohérence, l'intégration et l'alignement des efforts numériques avec les objectifs de santé nationale. Je suis convaincu que grâce à une collaboration étroite entre le gouvernement du Niger, les partenaires internationaux et les différents acteurs du secteur de la santé, nous pouvons créer un système de santé numérique résilient et réactif. Un système qui non seulement répond aux besoins actuels, mais qui est également préparé pour les défis futurs. Je voudrais réitérer le soutien de l'ambassade des États-Unis et de l'USAID à cette initiative. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec vous pour assurer le succès de cette transition numérique. Un vœu cher au président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Chani, chef de l'État, a expliqué le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Durant 3 jours, vous aurez à amender l'analyse de l'état actuel du système d'information numérique du ministère, identifier les besoins des utilisations du système d'information sanitaire, définir les orientations stratégiques du futur système et enfin élaborer un plan d'action de transition à court terme intégrant un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et les évaluations financières. Au vu de la qualité des profils des participants, je n'ai point de doute qu'au sortir de cet atelier, une analyse de l'existant et des besoins sera établie et soumise au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales pour un futur schéma directeur en santé numérique. À l'ouverture de cet atelier, le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique s'est réjoui de sa tenue, avant de saluer l'initiative du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui contribue à l'amélioration de la santé de la population. C'est le seul secteur qui a une stratégie avec un plan d'action. Ça, c'est très important. C'est pour dire au ministre que je connais, toutes les fois qu'on se rencontre, on parle de la santé numérique, du numérique en général, qu'il a un outil très important, parce qu'avoir une stratégie, son plan d'action, c'est avoir un canevas de travail. Tous ceux qui n'ont pas de stratégie naviguent à vide, je peux le dire, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire l'année prochaine ou dans les régions ou dans les départements. Le deuxième point, c'est que le numérique est incontournable aujourd'hui. C'est un facilitateur, c'est un vecteur de développement. Il faut faire confiance au numérique. Toutes les bonnes volontés, toute la volonté politique à tous les niveaux qui ne passe pas par le numérique va de nos jours échouer. C'est le seul moyen de rattraper les retards qu'on a aujourd'hui de développement. Parce que le numérique est basé sur des sciences, les sciences sont exactes, elles sont les mêmes partout.
Un développeur à Niamey a les mêmes compétences, a les mêmes possibilités, sinon plus que certains qui sont dans des pays nantis. Nous sommes toujours disponibles pour accompagner le ministère de la Santé pour faire évoluer cette stratégie ou ce plan d'action qui est connu depuis 2018 et qui est le seul au Niger que moi je connais qui est bien élaboré. La définition effective de ce schéma, directeur de la santé numérique, va certainement améliorer la qualité des soins de santé au Niger. En mission dans la région de Difa, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a lancé lundi dernier les travaux de fixation des dunes dans la commune urbaine de Maïné-Soroa. Cette activité est initiée et financée par le PGIP. C'était en présence du gouverneur de la région de Difa, Amadou Hassan et Abdraman Majiri. Cette cérémonie marque le démarrage des travaux du sous-projet fixation des dunes du site de Maroumiram dans la commune urbaine de Maïné-Soroa, initié et financé par le projet de gestion intégrée du paysage. Le PGIP est un cadre de gestion environnementale et sociale qui intervient dans 82 communes du pays. Il a pour objectif d'accroître l'adoption des pratiques de restauration du paysage intelligente par rapport au climat et améliorer l'accès aux activités rémunératrices au profit des populations locales. Projet de gestion intégrée des paysages, qui dit paysage dans la région de Difa, comme vous le connaissez. Le problème fondamental de dégradation des terres, c'est le phénomène d'ensablement. Donc raison pour laquelle, en tout cas le PGIP, dans l'essentiel de ses interventions, tentera de juguler ce problème à travers la fixation des dunes. Au-delà de la problématique du phénomène d'ensablement, Difa a un autre atout, qui est celui du domaine de la pêche. Le secteur pêche occupera également une place de choix dans les activités que le projet aura amenées. Autre élément important, c'est qu'on appelle les fermes agro-silvopastorales intégrées. Le projet va financer bientôt une ferme agro-silvopastorale d'une superficie d'environ 15 hectares où 500 millions de francs CFA seront injectés au niveau effectivement de cette ferme. Ce rassemblement a été une opportunité pour l'administrateur délégué de la commune urbaine de Maïné-Soroa, le lieutenant Mamadou Chetima, de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations avant de saluer le démarrage de cette activité de fixation des dunes pour le grand bonheur de la population de sa commune. En lançant cette activité, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, colonel Maïzama Abdoulaye, s'est d'abord acquitté du devoir de transmettre les salutations des plus hautes autorités de notre pays, à la tête duquel le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État, avant de remercier les populations de ces sites pour leur accueil légendaire. Le colonel Maïzama Abdoulaye a en outre cité l'objectif poursuivi par les autorités nigériennes à travers cette activité de fixation des dunes initiée par le PGIP. Le ministre a par ailleurs invité l'ensemble de la population de se mobiliser davantage pour que les objectifs poursuivis par le gouvernement nigérien soient atteints avant de réitérer toute sa gratitude au PGIP pour ses multiples efforts dans la restauration du paysage. Au terme de sa tournée de travail dans la région de Difa, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a présidé une réunion de synthèse au cours de laquelle le ministre Maïzama Abdoulaye a dressé un bilan satisfaisant au micro de Abdraman Machiri. Ce déplacement qui fait suite à la mission confiée au ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a duré 2 jours au niveau de la région de Difa. 2 jours au cours desquels le colonel Maïzama Abdoulaye s'est intéressé à plusieurs réalisations, aussi visiter les services relevant de son département ministériel, suivi des échanges avec le personnel sur un certain nombre de sujets d'actualité. Ainsi, dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement, le colonel Maïzama Abdoulaye a, dans les localités de Maïné-Soroa et Difa, visité les infrastructures suivantes. La ville de Maïné-Soroa est alimentée par 2 champs de captage. Le champ de captage forage pour une production journalière de 360 mètres cubes. Et le champ de captage de Konkwando avec 2 forages pour une production journalière de 1080 mètres cubes et un réservoir de 300 mètres cubes. Donc à ce niveau, la production cumulée est de 1440 mètres cubes jour pour un besoin moyen de 1600 mètres cubes jour, soit un gap de 160 mètres cubes jour.
Et pour réserver ces gaps et abandonner progressivement le champ de captage d'Ambouram, la SPEN a entrepris actuellement la réalisation de 2 forages à Konkondo et leur raccordement au réseau existant et la densification du réseau. À moyen terme, il est prévu la réalisation d'un réservoir de 200 mètres cubes de capacité. À la deuxième station, donc, il s'agit de la visite du poste d'eau autonome du camp des réfugiés de Tchénel. Il s'agit là d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine qui est transformé en poste d'eau autonome avec comme source d'énergie le solaire. Et là, il est composé d'un champ solaire photovoltaïque de 24 panneaux, un réservoir de 20 mètres cubes, un forage de 75 mètres de profondeur avec un débit de 13 mètres cubes par heure, avec une capacité de desserte de 2000 personnes. L'ouvrage n'étant pas terminé donc à notre passage, nous avons demandé à l'entrepreneur de prendre toutes les dispositions afin de finaliser les travaux et rendre ce poste d'eau opérationnel dans les plus brefs délais. Troisièmement, ce fut la visite du champ de captage numéro 2 de la ville de Difa. Il s'agit ici de constater de visu les travaux de construction d'un réservoir de 1200 mètres cubes financé par la Banque mondiale. Ce projet étant clôturé, il est envisagé de poursuivre les 10 travaux par le PISEN, toujours sous financement de la Banque mondiale. Et pour accélérer la reprise des travaux, nous avons demandé qu'une réunion se tienne de tous les acteurs autour des gouverneurs de la région, fixée déjà en toute célérité par le gouverneur pour le mardi 11 juin 2024 pour dégager un calendrier d'exécution. La visite effectuée au niveau de l'enclave de Marioram, c'est dans la commune de Mainesoroa, a permis à la délégation ministérielle d'apprécier l'immensité des travaux en cours dans le domaine de l'environnement. Nous avons visité le site de fixation des dunes pour la protection de la cuvette oisienne de Marioram, commune de Mainesoroa, sur financement du projet de gestion des paysages d'Égypte, financement Banque mondiale. Il s'agit de la restauration des bases productives, une des directives de notre lettre de mission. Pour cette première étape, 98 hectares de dunes seront fixés pour un montant de près de 50 millions de francs CFA. Et là, au profit des 1010 bénéficiaires directs, dont 260 femmes et filles. Toujours sous le volet environnement, nous avons visité le comptoir des ventes de poissons de Difa. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion des chaînes de valeur des produits halieutiques pour contribuer à la souveraineté alimentaire et à la génération de revenus. Les femmes constituent un maillon essentiel dans ce marché, surtout pour la commercialisation du poisson fumé. Ce marché étant vétuste et ne répondant pas aux normes d'hygiène, un autre site est présentement en construction. Nous avons également visité le marché du poisson de Difa en construction. S'agissant des questions de l'heure, le colonel Maïzama Abdoulaye a, avec les populations tout comme les agents de l'État, développé plusieurs sujets. L'engagement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la recherche de l'affirmation de la souveraineté nationale, de la sécurité des personnes et des biens, de la souveraineté alimentaire et de la cohésion sociale. Nous avons entretenu les agents sur les questions relatives à la remise des agents au travail, la discipline, la cohésion et la solidarité, le respect de l'hiérarchie, le réflexe des comptes rendus et la gestion des biens. Notons enfin que cette visite a été mise à profit par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement pour visiter les travaux du programme de développement de la grande irrigation initié par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dont l'objectif est d'assurer la souveraineté alimentaire à travers l'intensification des cultures irriguées.
Toujours en mission, mais cette fois-ci dans la région d'Agadez, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a procédé le 30 mai 2024 dans la commune rurale de Timia à la réception d'un mini AEP. Des ouvrages réalisés sous financement du groupe SOS pour soulager les populations de cette localité. Diallo Abdel Jalil et Bachir Haruna. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la société d'orpaillage et services SOS multiplie les actions au profit des communautés. En témoigne cette double cérémonie du 30 mai 2024 placée sous le haut patronage du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maïzam Abdoulaye, en présence du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibraboula Maïssa et du PDG du groupe SOS, El Haj Assale Ibrahim Ari. Intervenu dans la localité de Kirip, dans la commune de Timia, la première cérémonie a consisté à la réception de 11 mini AEP ayant coûté 424 642 750 francs CFA au profit de 7 villages de la commune de Timia et 4 de celles de Dabaga à la grande satisfaction des bénéficiaires. Les femmes de Krip et toute la population se réjouissent de se voir dotées d'une mini AEP grâce au groupe SOS. On a désormais de l'eau pour nos besoins et ceux de nos animaux. La deuxième cérémonie, elle, a consisté au lancement des travaux de renforcement de la mini AEP de Timia pour un coût de 67 millions de francs CFA. Un investissement de plus du groupe SOS dont les réalisations ont contribué à l'amélioration de l'accès à l'eau dans le département d'Iférouane. L'intervention de l'État et ses partenaires tels que le groupe SOS ont permis au département d'enregistrer l'un des meilleurs taux de couverture géographique des besoins en eau potable. En effet, selon le rapport sur les indicateurs 2023 du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, ce taux est de 79,2% pour le département alors qu'il est de 71,14% pour la région. L'approvisionnement des populations et du bétail en une eau de qualité est l'une des priorités du CNSP et du gouvernement. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maïzam Abdoulaye, a remis un témoignage officiel de satisfaction au PDG du groupe SOS, El Haj Assale Ibrahim Ari, pour service rendu à la nation à travers son engagement par la réalisation d'ouvrages hydrauliques sur fonds propres au profit des communautés. La plateforme paysanne et l'ensemble de ses partenaires ont remis ce matin au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage le rapport de la 4e édition de la Semaine du Paysan organisée en mai dernier à Margoubéné, région de Dosso. Lawali Moutari Mainesara était sur les images de Hamidou Amadou. Cette cérémonie organisée par la plateforme paysanne et ses partenaires a pour objectif de faire le point de la 4e édition de la Semaine du Paysan et remettre par la même occasion le rapport au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous avons tenu la Semaine du Paysan du 20 au 23. Après, nous avons organisé des panels, nous avons organisé une foire, nous avons organisé beaucoup de thématiques et beaucoup d'échanges. Et ces résultats ont été, en tout cas, lus devant votre secrétaire général adjoint. Alors, nous sommes là pour vous remettre le rapport. Dedans, il y a quelques recommandations qui sont sorties, de notre point de vue, qui sont importantes. Nous reviendrons après votre analyse. Aussitôt le rapport réceptionné, le ministre de l'Agriculture a promis de le transmettre à qui de droit et s'assurer de la mise en œuvre de toutes les recommandations. Le colonel Mahaman El Hadji Ousmane a également salué les efforts des partenaires de l'État, notamment l'ONG internationale Suisse Aid qui accompagne régulièrement la plateforme paysanne. Le président du CNSP, le général Abderrahmane Tchani, m'a dit deux choses. Il dit, à partir de ces sanctions, nous avons tiré les conséquences. Il faudra tout faire. Je l'ai dit dans mon discours, je crois, à Maradi. Il faudra tout faire, toutes les stratégies nécessaires pour qu'on ne se retombe plus dans ces mains. Donc, avec votre accompagnement, on va relever ces défis, Inch'Allah. Deuxième chose,
il m'a dit il faut regarder tout ce qui est intrant, tout ce qui est mécanisation. Nous sommes là-dessus. Nous avons élaboré, maintenant, puisque vous avez abordé, on est obligé de vous le dire. Il nous a instruit de préparer très rapidement un grand projet de mécanisation du secteur agricole. Pour revenir un peu aux partenaires, Suced, merci bien. Je suis en train de faire un grand effort qu'il faut les féliciter et les encourager. Nous avons identifié 8 filières sur lesquelles nous avons accompagné les producteurs, ceux qui ont des projets, pour que nous puissions les accompagner, soit en subvention sur un certain niveau, soit en termes de crédit sur un certain niveau. Donc, ce qui fait que la Bagri va être l'épine dorsale de toute cette communauté. Toutes les dispositions ont été prises. On a eu les instructions les plus fermes au plus haut niveau. Donc, à nous, avec mes techniciens, de réfléchir, de voir comment solutionner, avec vous, pour nous accompagner. Les interventions du représentant du réseau des producteurs et des organisations paysannes, du président de la Fédération des unions des coopératives des producteurs du riz Ficopri, de la présidente du Collège des femmes et celle du représentant pays de Suisse, Edrabilou Abdou, ont marqué le début de la cérémonie. Des échantillons de produits laitiers d'une coopérative de la place ont enfin été présentés au ministre de l'Agriculture. Activité ministérielle toujours ou en mission de travail dans la région de Tawa, la ministre de l'Éducation nationale en compagnie du gouverneur de la région a présidé hier mardi la cérémonie de remise officielle des infrastructures scolaires dans la commune de Bambaye. Ce don est financé par Plan International Niger. Fatih Bamou et Malik Abdraman. Suivant toujours sa mission de travail dans la région d'Ottawa, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, qu'accompagne le gouverneur de la région d'Ottawa, colonel-major Oumarou Tawaye, a présidé la cérémonie officielle de remise d'infrastructures scolaires composée des salles de classe et des latrines réalisées par Plan International Niger au profit des populations du village de Sarkake, commune rurale de Bambaye, département de Tawa. Il faut rappeler que depuis l'ouverture de son bureau à Tawa en 2022, Plan International Niger s'est évertué à accompagner la région dans la matérialisation des politiques et programmes sectoriels définis par l'État, et c'est là dans divers domaines de la vie sociale et économique. Grâce à 2 projets phares en éducation, à savoir le programme d'appui à la qualité de l'éducation en situation d'urgence dénommé PACES, sous financement d'Education Cannot Wait ICW, et le projet appelé NRK Téléthon financé par le gouvernement norvégien. Plan International a réalisé d'importants investissements dans la région de Tawa entre 2022 et 2024. En réceptionnant ces joyaux, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, a réaffirmé que l'intervention du plan Niger cadre parfaitement avec l'objectif du programme de la transition pour la résilience du système éducatif. Avant de remercier, saluer, féliciter et encourager Plan International Niger pour cette donation combien de fois importante. Nous voulons vous assurer que nous ferons tout pour que les infrastructures que vous avez bien voulu mettre à notre disposition soient utilisées à bon escient. Au nom de tous les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, nous vous exprimons toute notre gratitude. Il faut rappeler qu'à l'entame de cette cérémonie, les mots de bienvenue du représentant du chef de canton de Bambaye et le chef de village de Sarkake, qui ont à tour de rôle exprimé leur reconnaissance pour toutes ces réalisations au profit des élèves et enseignants. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a quant à lui procédé ce 5 juin 2024 à Niamey au lancement du projet Women Connect Tour. Il est placé sous le thème Femmes et souveraineté numérique, catalyseur de l'innovation, du progrès au Niger. Le résumé avec Hawa Maman.
La mission première que s'est assignée le projet Women Connect Tour est de contribuer aux efforts des autorités nigériennes dans la quête d'offrir aux femmes des compétences et des outils nécessaires pour leur plein épanouissement dans un monde en perpétuelle mutation et de plus en plus numérique. Le choix du thème « Femmes et souveraineté numérique, catalyseur de l'innovation et du progrès au Niger » est révélateur. Mieux, il en est la parfaite illustration. Ce thème n'est pas qu'un simple slogan, mais un rêve commun que nous chérissons tous. Nous croyons fermement que lorsque les femmes seront équipées des compétences numériques et technologiques, elles peuvent transformer notre société et jouer un rôle crucial dans la création d'une économie prospère et inclusive. Le Women Connect Tour vise à former 100 femmes professionnelles et entrepreneurs en offrant une formation en outils digitaux, en intelligence artificielle. Ce projet est bien plus qu'un programme de formation, c'est une véritable passerelle vers l'innovation et le progrès. Même avis dans tous les sens, les acteurs s'accordent sur l'importance du projet Women Connect Tour pour les bénéficiaires. Le numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication représentent des opportunités immenses pour l'innovation, la productivité et la création de valeurs. Pourtant, ces opportunités ne peuvent être pleinement réalisées que si nous comblons les fossés numériques et garantissons un accès équitable aux outils et aux connaissances technologiques des jeunes filles et des femmes. Le projet Women Connect Tour vise précisément à répondre à ces besoins en fournissant des formations en outils digitaux, en intelligence artificielle et en autres technologies à 100 femmes. Nous créons un environnement où elles peuvent développer leurs compétences, renforcer leur autonomie et contribuer activement à l'essor économique de notre pays. Cette initiative entre parfaitement dans le cadre de la vision des plus hautes autorités de notre pays de faire du Niger un modèle de progrès et d'innovation dans la souveraineté retrouvée. Elles sont venues nombreuses, les femmes, dans l'optique chacune de se faire une part belle de ce projet au profit de son domaine d'activité et d'apporter son concours tel que voulu par l'initiateur du projet pour une économie inclusive. Sur tout un autre plan, les bonnes volontés continuent de se manifester au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Ce matin encore, plusieurs contributions ont été enregistrées au compte du dit fonds. Ces contributions ont été réceptionnées par la présidente du comité de gestion du FSSP, Rachida Seni-Djouri et Philippe Tcham. Effectivement, de contributions ont été enregistrées par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP ce mercredi 5 juin 2024. Elles ont été reçues par l'infatigable présidente du Fonds, Mme Brare Kijar-Makoy. Elles émanent du syndicat national des menuisiers bois et métalliques du Niger et de l'association des chefs traditionnels du Kourfey. Le canton de Kourfey est composé de 4 communes, à savoir la commune de Kourfey Centre, la commune de Silengue commune, la commune d'Abala et la commune de Sanam. Donc c'est ça, nous sommes venus tout juste pour apporter notre contribution. Le montant s'élève à 1 500 000 francs. Nous avons décidé d'apporter notre soutien au CNSP, 357 000 francs. Et nous encourageons aussi et souhaitons à nos forces de défense et de sécurité une protection divine, parce que ce sont eux qui veillent sur notre pays, le Niger, jour et nuit, qu'Allah, le Tout-Puissant, les assiste. C'est un rappel, le lundi 5 juin 2024, le FSSP a reçu la contribution de la promotion 89 de l'armée et des promotions 90 de la gendarmerie nationale et de la garde nationale de 536 500 francs CFA. Nous saisissons cette occasion pour apporter notre soutien indéfectible au CNSP, avec à sa tête son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement de son Excellence Mohamed Lamine Zen. Aussi, faudrait-il revenir sur ce geste volontaire de l'association de pharmacopée traditionnelle
de santé en médicaments traditionnels d'une valeur estimée à 250 000 francs CFA et la contribution d'un anonyme de 50 000 francs CFA au FSSP dans la matinée du mercredi 29 mai 2024. Des engagements patriotiques qui ont été tous salués par la présidente du FSSP au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Et enfin, l'exercice militaire Tarhanakal, l'amour de la patrie, qui s'est déroulé à Tilia dans la région de Tawa, a regroupé des forces de 5 pays. Les pays partenaires du Niger, à savoir le Tchad, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, ont activement participé à cet exercice. Nos envoyés spéciaux, Abari Amiti, Ousmane Sani Abdou et Suleiman Abdou. L'exercice Tarhan Nakal s'est déroulé à Tilia, dans la région de Tawa, dans des meilleures conditions d'entraînement des forces de défense. Les forces armées nigériennes et celles des autres pays ont conjointement mené l'opération face aux menaces multiformes présentes à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Les états-majors du Tchad, du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont jugé indispensable de renforcer l'interopérabilité au niveau opératif et tactique de leurs forces. Tout d'abord, nous sommes membres de l'AES au même titre que le Niger, donc c'est un pays frère. Ensuite, il y a des liens fraternels séculaires entre les deux pays. Et enfin, on partage une même frontière qu'on défend ensemble. Donc, nous avons trouvé que c'est un intérêt, nous avons un intérêt particulier à participer à cet exercice et répondre favorablement à l'invitation du pays frère, le Niger. Il y a nécessité parce que au cours de l'exercice, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'échanges d'expériences entre les membres des pays participants. Il y a eu également un certain nombre de formations dont ont bénéficié les unités. Il y a le fait que cet exercice a favorisé aussi l'interopérabilité et aussi la mutualisation des moyens que nous devrons faire, étant ensemble, pour faire face à cette nébuleuse qui nous mène à cette guerre qui nous a imposée depuis quelques années. La zone AES, nous traversons des défis communs. Nous avons des difficultés que nous pouvons juguler ensemble. Raison pour laquelle il est important pour nous de pouvoir perpétuer ces genres d'exercices qui nous permettent non seulement de renforcer nos capacités, mais aussi de renforcer la cohésion et l'unité entre nos hommes pour pouvoir mieux combattre les ennemis, les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier et les ennemis ultérieurs. C'est la raison pour laquelle nous remercions encore une fois de plus nos frères d'armes du Niger de nous avoir invités à cet exercice. Les pays membres de l'Alliance du Sahel AES participent activement à l'opération Tarhanakal avec des troupes engagées. Le Tchad et le Togo participent également avec détermination pour un partage d'expériences et une mutualisation des stratégies face à un ennemi commun. La sécurité du Tchad dépend également de la sécurité du Niger. Raison pour laquelle en fait les hautes autorités tchadiennes ont voulu participer à cet exercice parce que cet exercice permettra à nos hommes en fait de partager l'expérience et d'avoir une interopérabilité entre nos forces. Et surtout que vous savez que le Tchad et le Niger, nous continuons à travailler ensemble, notamment dans la zone du lac Tchad pour la lutte contre Boko Haram. Donc il y a quand même nécessité pour vraiment nous le Tchad de travailler avec le Niger au-delà de toutes les autres questions. Pour nous, c'est la question sécuritaire qui est très importante pour nos populations. Et voilà la raison qui a permis en fait aux autorités tchadiennes d'envoyer nos troupes pour vraiment partager l'expérience. Le Togo ne fait pas partie du pays du Sahel. Mais nous avons un objectif commun, nous avons un défi commun, c'est la menace djihadiste. Elle est commune, nous subissons les attaques comme les pays du Sahel. Et il est de bon ton de partager les expériences, partager les initiatives. Donc c'est vraiment un intérêt particulier de prendre part à cet exercice. La menace terroriste au Sahel et au-delà nécessite des exercices militaires, des exercices qui sont des étapes indispensables pour la préparation à l'engagement des forces. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.
la patrie. Et comme la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes aïeux, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. Faisons du Niger sa monde de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance.